Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Compère, je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation, un pôle de compétitivité qui est partenaire de ce village start-up avec la ferme digitale. Agri Sud-Ouest Innovation, c'est un pôle de compétitivité, c'est-à-dire une association qui fédère des acteurs privés et des acteurs publics. Côté privé, c'est des entreprises, des start-up, des grands groupes, des coop, des négoces, des banques, des investisseurs. Vous l'avez compris, une variété d'acteurs privés. Côté public, des universités, des instituts techniques, qui sont plus ou moins parapublics d'ailleurs, des écoles d'ingénieurs, INRAE, le CNRS, bref, tout un tas d'acteurs publics de la recherche, de la formation et du transfert techno. On n'oublie pas les collectivités locales et d'autres associations du développement économique qui font partie de notre association. Notre objectif, c'est de fédérer ce réseau, le faire travailler ensemble pour faire émerger et se concrétiser des projets innovants, créateurs de valeur pour les filières agricoles et agro-industrielles. Je suis moi en charge du développement des entreprises, donc je les accompagne sur des questions de marketing stratégique, de business développement et de relations investisseurs. Aujourd'hui, pour cette conférence, on va parler de l'agriculture de précision. C'est un concept qui est déjà vieux de plusieurs années, voire dizaines d'années. Mais même si on observe une accélération récente et une offre, on va dire, si ce n'est pléthorique, foisonnante, on peut peut-être s'attendre à ce qu'en France et en Europe, le taux de déploiement soit plus important que ce qu'il n'est aujourd'hui. D'où cette question un peu provoque, est-ce qu'on n'en fait pas too much par rapport à réellement ce qui est déployé sur le terrain? On va se poser la question donc des facteurs d'adoption, des taux de déploiement, des freins et leviers à l'adoption de ces outils et services servant principalement une modulation intraparcellaire. Par agriculture de précision, on ne va pas traiter de toute l'agriculture numérique, mais vraiment ce qui permet d'apporter le fameux slogan « la bonne dose au bon endroit, au bon moment ». Et donc avec un zoom sur cette dimension intraparcellaire. Pour ce faire, je vais être accompagné de 3 intervenants de choix. Et je vais appeler le premier, Bastien Henquez, qui est, on pourrait dire, un agriculteur de précision. Je t'invite à t'asseoir là-bas. Et vas-y, assis-toi, Bastien, sinon tu ne rentres pas dans le cadre. Donc Bastien, tu es agriculteur dans l'Eure. Tu es chef d'une exploitation qui est d'ailleurs certifiée ISO 14001, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une norme qui permet de qualifier le management de la performance environnementale à l'échelle de ton exploitation, ce qui est assez original. Et tu es engagé dans des filières de qualité label rouge et tu es utilisateur et testeur, on va revenir, de technologies servant l'agriculture de précision. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelques mots sur ton parcours et ton exploitation, parce que je crois que ça conditionne un petit peu la façon dont tu travailles aujourd'hui? Oui, bien sûr. Le tout a commencé avec un voyage en Australie où j'ai découvert les prémices de l'agriculture de précision avec du guidage très précis, mais c'est pour moi déjà de l'agriculture de précision. Et avec la possibilité de décaler les semis d'une année sur deux avec les chaumes qui protégeaient les jeunes pousses de l'année d'après. Donc voilà là, le début. Ensuite, j'ai été faire une licence pro agriculture raisonnée à Montpellier Supagro. Et avec comme thème de travail, j'avais commencé à prendre goût à l'agriculture de précision, avec comme thème de travail un réseau de capteurs sans fil connectés dans des vignes. Alors là, avec du maillage ultra précis de cartes agroclimatiques qu'on a créées. Et j'ai travaillé chez Arvalis pendant 5 ans sur le sujet du lin et de l'agronomie exactement. Et en fait, suite à ça, je me suis installé. Et mon père, en 2010, à peu près au même moment où j'ai travaillé chez Arvalis, s'est lancé dans l'agriculture de précision avec Defisol à l'époque, qui est devenu BAP aujourd'hui. Et quand je me suis installé, ça a été une évidence. C'était un coût pour un jeune installé, mais qui m'a fait économiser énormément dès la première année. Et donc, je ne me suis même pas posé de questions. J'ai fait de l'agriculture de précision dès que je me suis installé. Et aujourd'hui, alors oui, on est en ISO 14000 pour notre gestion de l'environnement, on va dire, et de l'environnement de notre entreprise. Le management de la performance environnementale. Et l'agriculture de précision, c'est un des objets ou un des leviers qui nous permet d'être en ISO 14000. Clairement, on travaille mieux qu'eux et on s'améliore tous les ans en testant des nouvelles choses avec BAP. Et justement, tu es non seulement utilisateur, mais testeur. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les types de solutions et les partenaires avec lesquels tu travailles pour tester des prototypes, je crois? Alors en 2010, le premier prototype qu'on a essayé, c'était un semoir en engrais qui faisait de la modulation. Ça paraît bête aujourd'hui, c'est facile, tout le monde quasiment est équipé, mais
En 2010, c'était les débuts et on avait la pesée, on avait le GPS et donc il était évident qu'on pouvait moduler avec un semoir engrais. Plus compliqué avec un pulvérisateur, donc on a été testeur de solutions pour Amazon avec l'AMA Select qui est un système qui change les bus automatiquement, donc à vitesse constante, on va moduler de l'azote dans le champ et on va réussir à apporter différentes doses d'azote dans la même parcelle. Et puis testeur pour la marque d'à côté, pour des coupes, pour des matériels qui n'est pas forcément en lien avec de l'agriculture de précision. Mais plus on est précis dans notre travail, par exemple la gestion des résidus de culture, s'ils sont bien éparpillés derrière, et ben, on va être plus précis dans notre métier derrière. Et au mètre carré, entre guillemets, ben, on a testé des solutions de broyage sur des moissonneuses, testé des coupes, testé tout un tas d'outils pour différentes marques, notamment Amazon et Kaz. Et puis BAP, je crois, hein, tu es un des ambassadeurs de cette marque-là qui expose et qui a été peut-être une des boîtes qui a pensé un peu le marketing global de l'agriculture de précision, une sorte un peu de package, au-delà de produire des outils un peu technologiques ou techniques ou du matériel, d'intégrer ça dans une offre un peu packagée globale. Ah, clairement, BAP, c'est le diagnostic. Ils n'ont pas de solution technique et matérielle. Par contre, ils vont nous proposer des solutions de diagnostic qui nous permettent après de venir avec du matériel modulé. On est testeur aussi pour BAP sur des nouvelles solutions. C'est-à-dire qu'on va aller aujourd'hui tester la modulation de fongicides, tester la modulation de raccourcisseurs sur blé et colza. C'est des choses qui sont importantes parce qu'on va aller moduler les doses d'azote, donc une terre qui a un potentiel fort. Et donc, quand je parle de diagnostic, c'est diagnostic du sol, hein. De l'hétérogénéité des parcelles. C'est ça. Et avec la télédétection, on va venir ajouter une couche. Donc on a la couche sol par BAP, la couche biomasse par BAP, par Farmstar, par d'autres. Hein. Après, on choisit. Et le cumul de tout ça, on va venir moduler la dose d'azote. Qui dit moduler la dose d'azote peut inclure un risque de verse, donc moduler la dose de raccourcisseur. Et au final, avoir des parcelles qui sont homogénéisées en termes de visuel, mais qui vont développer les potentiels les plus importants avec des gros rendements et les potentiels les plus faibles mettre moins d'azote et donc mettre... Ce qui est intéressant en t'écoutant, c'est qu'on commence à percevoir la chaîne de valeur de cette agriculture de précision avec un des facteurs clés de succès, probablement on y reviendra, c'est la bonne coordination et l'interopérabilité de ces acteurs. Merci pour ce premier témoignage, Bastien. Je vais appeler maintenant Léo Pichon, qui est enseignant-chercheur à l'Institut Agro Montpellier. Léo, tu es associé à la chaire Agrotique, qui est une chaire d'entreprise mécène qui viennent financer l'Institut Agro Montpellier et Bordeaux Sens Agro sur l'élaboration de nouvelles connaissances autour des usages de l'agriculture numérique et en particulier l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique. Et Léo, moi je voulais revenir avec toi sur le titre de cette conférence. Est-ce que c'est moi-même qui en ai fait too much en proposant ce titre ou est-ce que tu penses que ce titre il reste légitime? Est-ce qu'on en fait trop sur l'agriculture de précision par rapport au taux de déploiement? Merci Pierre. Alors, ce qui me paraît merci pour la projection de cette diapositive. En fait, pour moi, l'agriculture de précision, c'est une innovation et comme n'importe quelle innovation, elle suit cette courbe. C'est la courbe qu'on appelle la courbe du hype de Gartner. Donc, une innovation, quand elle arrive, il y a d'abord des attentes importantes, généralement qui sont des attentes exagérées. On dit que cette solution va résoudre tous nos problèmes. Et puis, on commence à mettre en œuvre cette solution et on se rend compte, on commence à avoir des désillusions. Et puis une fois qu'on est au fond de ce gouffre de la désillusion, il y a des entreprises qui disparaissent, il y a un marché qui se structure, il y a des services qui se précisent, et finalement on arrive vers un plateau de ce qu'on appelle le plateau de la productivité. Et finalement avec des attentes qui prennent en compte les intérêts, les limites de ces techniques-là. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, l'agriculture de précision, elle est quelque part entre le gouffre de la désillusion et la pente de l'illumination, c'est-à-dire qu'on a eu, je pense, des attentes très fortes vis-à-vis de ces technologies-là. Et aujourd'hui, on est en train de se stabiliser en termes d'attente. Donc oui, ça me paraît intéressant de poser cette question-là. Tout ça pour ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de moyens qui sont investis autour de l'agriculture de précision. Et donc, je dirais, en tant que société, ça vaut le coup de se poser cette question. Quels sont les retours de ça? Que si on revient sur l'émergence du concept, c'est même les années 90, oui, tout à fait. Le début, et donc on était, on va dire, en France, je parle, en France, donc en 90, le déclencheur d'innovation, et là tu dis 2022, on est sur la pente
de l'illumination, pour reprendre les termes de cette courbe. Je sais que tu as fait des études comparées avec d'autres pays européens. Est-ce que tu positionnes les pays européens au même endroit dans cette courbe du hype? Alors, c'est une question intéressante que tu poses. On a fait, nous, des études alors, sur un des aspects qui est les usages de la télédétection en agriculture. Donc, on resserre le sujet, effectivement, sur que la télédétection et non pas toute l'agriculture de précision. Et on a fait cette étude sur 2 pays d'Europe de l'Ouest, donc la France et l'Allemagne, 2 pays de l'Europe du Sud, l'Italie et l'Espagne, et 2 pays d'Europe de l'Est, la Hongrie et la Slovaquie. Et je positionnerai aujourd'hui les pays d'Europe de l'Ouest et d'Europe du Sud, donc l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie, sur le sujet de la télédétection à peu près au même niveau, même si d'après les résultats qu'on a obtenus, l'Espagne est peut-être un petit peu plus en avance en termes de maturité. En termes de taux de déploiement? Oui, en termes de taux de déploiement, en termes d'usage en fait, de la télédétection en agriculture. Et si on reprend cette courbe-là, aujourd'hui, je pense que la Hongrie, pour la télédétection en agriculture, est tout en haut de la courbe des attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des startups, des sociétés qui se créent tous les mois en Hongrie sur ce sujet de la télédétection. Et en Slovaquie, on est plutôt dans la phase ascendante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des outils, des services qui sont très peu utilisés, sur lesquels il y a finalement assez peu d'attentes, voilà, d'après les études qu'on a faites. Bastien, avant de faire venir la troisième intervenante, toi, en tant qu'agriculteur, utilisateur, tu te considères comme un ovni parmi tes confrères, parce que bon, tu es voilà, un peu un early adopters, on va dire. Est-ce que tu partages le constat de Léo de dire aujourd'hui on tend vers le plateau de la productivité, ou en tout cas il y a une croissance actuelle du taux de déploiement de ces solutions, mais qu'on va vite atteindre un plateau? Clairement, on est dans la pente pour moi encore de l'illumination, parce qu'on a un taux de développement qui est encore potentiellement énorme, hein. Alors là, je parle pour le BIAPI, mais c'est près de 50 000 hectares qui vont être diagnostiqués cette année. C'est quelque chose d'énorme par rapport aux années précédentes. Je crois qu'ils visent 300 000 même en 2023. Je crois. Alors sur la surface globale, mais avec un objectif autour de 30 000 hectares, ils ont atteint 50 000 cette année. C'est dû à plusieurs choses, hein. Les agriculteurs se sensibilisent aussi avec le coût des engrais qui augmente. C'est optimiser. Alors quand je dis optimiser, ça veut bien dire pas mettre moins d'engrais, c'est la mettre mieux. Peu importe dans le sens où on le met, j'ai envie de dire, ou à quel endroit on le met, c'est optimiser dans le sens où on en met plus là où il y en a besoin plus et on en met moins là où il y a besoin moins. Mais globalement, sur ma ferme, l'année dernière, j'ai fait de la modulation d'engrais, azote, engrais de fond et raccourcisseur chez moi. La dose, elle est la même au final, elle est juste mieux mise. La dose à l'hectare est la même, mais elle n'est pas répartie de la même façon au sein de la parcelle. Donc là, on est en pleine pente de l'illumination, ça décolle. Le plateau, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'arrêtera. J'espère le plus haut possible pour BIAPI. Pour moi, en tant qu'agriculteur, j'ai encore un pic des attentes exagérées quand même, et parfois des désillusions. On est dans un modèle où la détection va faire beaucoup l'avenir de l'agriculture de précision. C'est-à-dire que si on arrive à analyser en live les données potasse-phosphore du sol, c'est un développement potentiel, hein, et en passant régulièrement avec une précision encore plus importante que l'hectare, on va dire, en agriculture, en ce qu'on appelle fertilité, engrais de fond. Ce serait quand même un pas encore en plus. Aujourd'hui, on est à l'échelle de 0,8 hectares, en gros, de pas de modulation. Et si on pouvait être encore plus précis, c'est une des attentes. Je pense qu'on va avoir des désillusions, mais ça peut arriver. Et ensuite, la détection, hein, clairement les ravageurs. Détection des ravageurs, c'est une attente énorme, hein. Moi, je mets d'insecticides, mieux je me porte. Si on arrive à détecter en live les présences de pucerons à un endroit, on les traite et puis c'est réglé. Voilà. Donc, je vais loin, mais... Tu es en attente d'innovation, et avant de te redonner la parole, j'ai proposé justement à Julieta de venir nous joindre. Julieta, tu es responsable du réseau Digiferm. Tout à fait. Et justement, le réseau Digiferm a pour vocation d'évaluer des solutions numériques, notamment les innovations, pour s'assurer qu'elles sont performantes en termes d'usage. Mais pourquoi avoir besoin de tout un réseau, et pourquoi l'ACTA, donc l'association des instituts techniques agricoles, a voulu déployer un réseau d'une dizaine, quinzaine de fermes aujourd'hui? Exactement. Donc, bonjour, merci de m'avoir invité à cette table ronde. J'ai l'honneur de la partager avec vous. Donc,
Colle bien ton micro. Pardon. Donc l'ACTA, c'est l'association de coordination technique agricole qui fédère les 18 instituts techniques agricoles français dans toutes les filières. Et c'est l'organisme qui s'occupe d'animer le réseau des Digifermes, qui lui-même est composé de 15 sites qui sont des infrastructures de tests où on évalue des nouvelles technologies, des technologies digitales comme ça peut être les robots, les objets connectés ou même des méthodes innovantes et digitales appliquées aux différents secteurs agricoles. Et l'idée, c'est de se positionner en tant qu'interlocuteur entre les besoins du terrain, les agriculteurs, éleveurs, viticulteurs ou agriculteurs de manière globale, et les fournisseurs des technologies, donc les startups qu'on a autour de nous. Et c'est marrant parce que j'ai fait partie d'une start-up et donc la courbe de hype que Léo montrait tout à l'heure, ça me parle parfaitement et je vois ça quand on travaille avec des start-up pour évaluer leur technologie, savoir qu'est-ce qui va pas, mieux les positionner non seulement en termes des techniques appliquées à l'agriculture, mais aussi dans le marché. Qu'est-ce qui répond aux vrais besoins du marché, quel est le degré des maturités de chaque technologie pour mieux l'ajuster aux besoins du terrain. Avec, j'imagine, des enjeux d'intégration dans le quotidien. On le voyait tout à l'heure avec Bastien, cet enjeu de dire, bah voilà, j'ai le diagnostic, j'ai la couche télédétection, puis en fait, il faut que tout ça se plug bien avec mon matériel pour que mon pulvé il puisse effectivement faire la modulation en fonction de cette carte de préco qui a été le fruit du croisement de données. Bref, c'est pas forcément qu'en claquant les doigts. Et est-ce que, justement, il y a un enjeu chez vous de venir... on va dire, bousculer, tester cette capacité d'intégration de solutions dans les réseaux Digiferm? Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, nous mettons en place des méthodes d'évaluation des technologies qui tiennent en compte de cette interopérabilité des données et des matériels. Et pas que, parce qu'on évalue aussi l'adaptabilité du matériel à l'utilité de la technologie appliquée. On évalue le coût et le bénéfice de la technologie, on évalue la fonctionnalité, dysfonctionnalité du matériel, donc pour ajuster au mieux chacune des technologies. Et la capacité d'intégration, du coup, c'est effectivement quelque chose que vous intégrez dans votre système d'évaluation. Il m'a semblé important de te convier, Julieta, parce que cette question de la démonstration de la valeur ajoutée de la technologie au service de l'agriculture, c'est aussi peut-être un facteur clé d'adoption. On va revenir justement avec toi, Léo, sur ces facteurs d'adoption et peut-être avant cela sur les taux de déploiement. Est-ce qu'on dispose de chiffres qui nous permettent de quantifier le taux de déploiement des technologies relevant de l'agriculture de précision? Donc la réponse c'est oui, mais lesquelles? Oui, la réponse c'est oui. En attendant que tu projettes la diapo, je voulais juste l'intervention que je voulais faire tout à l'heure sur la courbe du hype que j'ai présentée. Elle était très globale sur l'agriculture de précision et finalement on peut la relire pour chacune des technologies. Et voilà, donc on peut la lire finalement à différents niveaux. Donc ce qui est projeté ici, c'est une étude de synthèse en fait qui a été faite par Benjamin Novak, qui est un enseignant-chercheur à Clermont-Ferrand, qui a étudié différents articles scientifiques faits dans le monde, alors principalement aux États-Unis, en Europe et en Australie, sur l'adoption des outils d'agriculture de précision. Et j'ai sorti deux graphiques. Ce qui me paraît intéressant ici, c'est pas tellement les valeurs d'adoption, parce que c'est sur des marchés qui sont des marchés plutôt États-Unis, Australie, et pas des marchés européens, mais c'est plutôt la dynamique. Et ce qu'on observe, c'est que il y a deux types de technologies avec deux modalités d'adoption. D'une part, les technologies de type géolocalisation, donc GPS, barre de guidage, coupure de tronçon, etc., avec des vitesses d'adoption qui sont finalement assez rapides. Donc là, on a des taux d'adoption de l'ordre de 80%. D'après les estimations qu'on a, nous en France, on est plutôt à 50%. Mais qui sont avec un niveau d'adoption qui est assez rapide. Donc ce que tu nous présentes là, qu'on le précise, c'est marché nord-américain. Alors c'est une synthèse plutôt nord-américain. Il y a quelques études européennes qui ont été faites en Allemagne, mais c'est quand même plutôt américain. C'est une synthèse d'une vingtaine d'articles scientifiques. Donc 80% pour la géolocalisation dans ces marchés-là, versus plutôt 50% en doigt mouillé en France, Europe. Voilà, en France. Ce doigt mouillé, c'est basé sur une étude que nous on a fait dans le cadre de l'Observatoire en 2019, et effectivement c'est en 2019 en tout cas c'est l'estimation qu'on donnait.
Donc ça, c'est premier type de technologie avec une adoption finalement assez rapide. Et deuxième type de technologie avec la modulation intraparcellaire, par exemple de la fertilisation, et qui sont des technologies, tu l'as dit dans ton introduction, qu'on associe très fortement à l'agriculture de précision. Finalement, l'agriculture de précision, on considère que c'est ça. Et là, avec des taux d'adoption plus faibles et une vitesse d'adoption qui est elle aussi est plus faible. Là, les estimations, c'est de l'ordre de 30%. En France, c'est un petit peu plus faible, de l'ordre de 15-20%. Sur les grandes cultures, je crois, parce que si on En regarde grande la culture. vigne, en revanche, là, on est à 2% de Ouais, mémoire c'est- dans les chiffres de l'Observatoire. Donc il y a une forte hétérogénéité aussi en fonction des cultures. Mais quand on se dit, encore une fois, les technologies Farmstar ou autres, ça existe depuis quand même 15 ans, 20 ans, c'est hyper mature. Et tu me dis, en France, on n'est qu'à des taux de déploiement de l'ordre de 10-15%. De l'intérêt de se poser la question, qu'est-ce qui manque pour que s'il y a un taux de déploiement plus fort, mais on va y revenir. Avant ça, tu as peut-être un autre exemple Oui, sur les capteurs de rendement. je voulais présenter cet exemple-là sur l'adoption des capteurs de rendement. Donc ça, c'est issu de la même étude qui estime qu'environ 3/4 des agriculteurs ont adopté les capteurs de rendement. Et si tu peux passer à la diapo d'après. Nous, en fait, on a fait une étude un petit peu plus précise en France avec l'Observatoire. Et dans les chiffres qu'on a observés, c'est que aujourd'hui, 3/4 des moissonneuses-batteuses qui sont vendues sont équipées de capteurs de rendement. Donc si on considère que l'adoption, c'est le pourcentage des équipements vendus et équipés, on est à 30%, à 3/4, pardon. Par contre, compte tenu du taux de renouvellement de ces machines, qui est assez long, de l'ordre d'une dizaine d'années pour une moissonneuse-batteuse, en fait, aujourd'hui, alors c'était en 2020, mais on a évalué que moins de 30% des agriculteurs étaient équipés effectivement de capteurs de rendement sur leur... De manière native, tu vas dire. Alors, ça se fait très peu en seconde monte, c'est plutôt des capteurs qui sont en sortie d'usine. Voilà, donc, 30% des agriculteurs qui sont équipés. Et si on regarde... parmi ceux qui sont équipés, donc c'est la grosse flèche qui est en dessous, donc il y en a 70% qui n'ont pas d'équipement, 25% qui finalement sont équipés, mais simplement visualisent le retour du capteur de rendement quand ils sont dans la moissonneuse-batteuse, mais ne produisent pas de cartes. Seulement 4% qui produisent des cartes et seulement 1% qui produisent des cartes et qui les utilisent. Donc ça, c'est des chiffres que nous, on a évalués, qu'on a observés en 2020. Donc, ils ont certainement un petit peu bougé depuis. Simplement, là, le propos de cet exemple-là, c'était de dire attention de quoi on parle quand on parle d'adoption. Il y a finalement différents niveaux d'adoption. Il y a le niveau d'équipement sur les machines neuves, il y a le niveau d'équipement effectif des agriculteurs, et puis il y a le niveau d'utilisation réelle au quotidien quand ils sont dans les parcelles, comment ils s'en servent effectivement. Avec ce que tu décris, plusieurs façons de l'utiliser. Soit je regarde en temps réel cette donnée parce que ça m'intéresse, parce que je suis agri, je voudrais savoir ce qu'il en est, et puis tiens, je me remarque qu'effectivement sur cette zone-là, j'ai un rendement un peu supérieur. Soit je produis effectivement une carte que j'utilise et sur laquelle je capitalise, on va dire, d'une année sur l'autre pour penser mon itinéraire technique les années suivantes. Oui, tout à fait. Bastien, comment tu réagis à ces chiffres-là? Est-ce que et dans quelle catégorie toi tu te positionnes? Tu es dans le 1%, le 4% ou le 25%? Alors aujourd'hui, on est dans le 1. Nos cartes, la clé USB qui est issue de la moissonneuse est envoyée à BIAPI qui l'interprète et qui l'intègre dans nos cartes de modulation, puisque une carte de modulation, une carte qu'on reçoit et qui dit tu dois mettre telle dose à tel endroit, elle est le fruit de la carte de potentiel, le sol, la carte de biomasse, Farmstar, et la carte de rendement. C'est la carte de rendement de l'année d'avant. Voilà, c'est ça. Ou d'une moyenne des cartes de rendement des années d'avant. Alors, comme disait Léo, c'est vrai que jusque dans les années... On a des cartes de rendement sur les moissonneuses chez nous depuis le début des années 2000. On a l'autoguidage depuis cette année. C'est-à-dire qu'on a le GPS depuis une vingtaine d'années, non, une quinzaine d'années plutôt. Et le GPS nous sert à conduire la moissonneuse seulement depuis cette année, nous. Mais les cartes de rendement, on les a depuis longtemps, et depuis les débuts des années 2010, on utilise du coup ces cartes dans l'intégration de la modulation. Vis-à-vis de ça, c'est pareil, les tracteurs, nous, le guidage, le GPS le plus vieux sur nos tracteurs pour guider, c'est il y a 3 ans. C'est des technos qu'on n'estimait pas avoir besoin, puisqu'on avait du temps, on sait se mettre droit nous-mêmes. Et en fait,
En termes de fatigue, moi, semer avec le GPS, sans GPS, je ne pourrais plus. Parce que je suis plus précis dans mon travail, il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de doublure de semoir. Je suis moins fatigué le soir quand je rentre. Et puis j'en ai surtout 150, 200 hectares de plus à semer qu'il y a 10 ans, ouais. Donc avec l'installation de mon frère et la mienne. Donc du coup, ça nous amène quand même du confort en plus. Ouais, c'est intéressant parce qu'on pense beaucoup performance, optimisation, performance technico-agronomique et environnementale. Mais ce que tu évoques, c'est aussi l'allègement un peu de charge mentale ou de stress de confort de travail via l'utilisation de ces services. Sur le tracteur, le guidage m'a soulagé du temps de concentration sur la ligne. Sur la moissonneuse, par contre, ça m'a soulagé du temps pour passer plus de temps à regarder d'autres choses. Mieux alimenter ma coupe, mieux vider dans les bennes. Enfin, c'est des détails, mais c'est des petits trucs qui font que... Et donc, beaucoup de gens sont équipés, en fait. C'était ça le propos de fin. Beaucoup de gens sont équipés pour faire de l'agriculture de précision. Ils ont la pesée sur leur semoir engrais. Ils ont le GPS qui guide le tracteur. Il leur manque le diagnostic pour faire de l'agriculture de précision. Et par rapport au développement récent qui augmente en ce moment, c'est vraiment lié au coût des engrais qui devient élevé et où les agriculteurs vont commencer à adopter et vont chercher à adopter ces solutions-là pour optimiser. Et ça, c'est un coup de pied au développement de ces solutions-là qui est énorme. Possibilité aussi pour ceux qui font des bons rendements de pouvoir amortir ces solutions-là. Les diagnostics ont un coût. Et ça aide au développement de ces solutions et ça participe à leur déploiement. Et je crois, sauf erreur, mais quelqu'un dans la salle pourra réagir si j'ai une bêtise, qu'il y a aussi quelques facteurs réglementaires liés à la PAC et des subventions France Agrimaire qui viennent aussi soutenir ce type de solutions. C'est ça, les subventions de l'État pour investir dans ces diagnostics. Et aussi, l'agriculture de précision va participer aux éco-régimes de la PAC. Qui viendra du coup, enfin il y a une forme d'alignement de planète, on va dire, autour de ces solutions qui ne sont pas complètement neuves, mais on l'a compris, qui n'étaient pas toujours utilisées par peut-être pas forcément complètement articulées les unes par rapport aux autres et par rapport au marché. On va revenir peut-être sur les bénéfices perçus. Chez toi, Bastien, tu nous as dit donc confort de travail, mais si tu as quelques chiffres en termes de retour sur investissement, on sera forcément preneur. Alors oui, chez moi, alors c'est très, ça va être précis, mais 80 hectares diagnostiqués quand je me suis installé. Le coût n'était pas le coût d'aujourd'hui. Hein. Donc pour vous donner un terme de coût équivalent aujourd'hui, c'est 90 € le diagnostic fertilité. Imaginez par 80 hectares, c'était... moi, ça m'avait coûté 5 500 € en gros à l'époque, pour une économie de 6 000 €. Encore une fois, avec les prix de l'engrais de l'époque. Hein. Donc tout ramené, tout égal par ailleurs, ramené aujourd'hui, avec les coûts des engrais et le coût de BIAPI, l'économie, elle serait équivalente. Donc 6 000 € d'économie d'engrais potasse-phosphore, en gros, hein, magnésie. Par contre, un léger surcoût en termes de chaulage, parce que mon prédécesseur n'avait jamais mis de marne dans ses champs. Et donc, c'est encore une fois mon cas chez moi, on parle de cas particulier, où les 80 hectares étaient excédentaires en potasse-phosphore. Ça ne dit pas que j'en mets pas, ça dit que je le mets au bon endroit et sur les cultures qui en ont besoin au bon moment, et voilà. Donc ça, c'est en termes de coût global. Aujourd'hui, sur la modulation d'azote, donc j'ai parlé de BIAPI fertilité pour les engrais de fond, BIAPI potentiel. Là, c'est un coût un peu plus élevé avec un retour sur investissement beaucoup plus long. Mais par contre, la radio qui est faite de nos sols, donc avec de la conductivité, hein, la radio qui est faite, le diagnostic, il est à vie. Alors que le diagnostic fertilité, avec les apports, évolue et on doit le refaire tous les 10 ans. Voilà. Donc là, moi, dans 2 ans, je vais le refaire et je suis pressé de le refaire pour voir si ce que j'ai fait a homogénéisé toutes les parcelles. Ah, c'est clair. Julieta, je voulais revenir vers toi. En écoutant Bastien, on se rend compte qu'à la fois, il y a des bénéfices qui paraissent évidents, mais on se rend compte que évaluer les solutions numériques, c'est pas forcément si facile que ça. Est-ce que tu peux revenir du coup sur les travaux que vous menez? Et on se dit, en fait, pourquoi il y a besoin là aussi de mettre en place tout un réseau pour évaluer des trucs? Il suffit de regarder si le rendement est meilleur, voilà. Quelles sont les difficultés liées à l'évaluation des solutions numériques pour l'agriculture de précision?
Alors, depuis que le réseau existe, depuis 2016, des grilles d'évaluation ont été créées. À la base, pour des filières, pour toutes les filières, ça a été des grilles proposées par un institut, l'Institut Arvalis du végétal, qui sont appliquées sur toutes les autres filières. Mais au fur et à mesure qu'on a évalué les technologies sur la même filière et sur les autres filières, on s'est rendu compte qu'il fallait ajuster les méthodes d'évaluation, qu'on ne peut pas garder un seul critère sur toutes les filières et surtout la diversité des situations qu'il y a à l'intérieur même. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, peut-être? Tout à fait. La filière grande culture et la filière élevage, par exemple, on va évaluer un robot, le temps de fonctionnement d'un robot sur une parcelle en grande culture, ça ne va pas répondre aux mêmes besoins en termes de charge horaire ou d'autonomie qu'un robot des traites, par exemple, en bovin-lait, qu'un robot en viticulture de travail du sol. Ce sont les mêmes facteurs d'évaluation qu'on utilise, mais pour autant, on ne peut pas appliquer la même grille précise, on ne peut pas homogénéiser une même grille partout, et c'est là la complexité de se positionner en tant qu'évaluateur, en termes de filières, en termes d'acteurs, en termes de contexte pédoclimatique. À chaque fois, il faut réajuster la méthode où on oriente ces évaluations-là. Et avec, j'imagine, j'imagine, un enjeu de bon calibrage. Parce qu'encore une fois, on reviendra là-dessus, Bastien, avec toi, et puis avec toi, Léo, parce que là aussi, c'est un sujet de facteur d'adoption. C'est s'assurer que j'utilise la solution à bon escient, avec les bons paramétrages, pour qu'elle puisse délivrer son potentiel. Et là aussi, j'imagine que, en fonction de l'évolution des prototypes qui vous sont proposés, il y a un enjeu de recalibrage à chaque fois de la solution, et pour que les tests soient effectifs. Exactement, et on ne tient pas en compte que ce que l'agriculteur attend de cet outil-là, mais aussi ce que le fournisseur de la technologie peut proposer en tant que solution. Donc il faut prendre en compte les deux aspects, les deux perspectives, pour pouvoir adapter l'outil de la manière la plus fiable et utile possible. Léo, tu voulais peut-être réagir là-dessus? Oui, je voulais réagir sur la difficulté d'évaluation de l'intérêt des technologies d'agriculture de précision. Je pense que c'est contenu dans le témoignage de Bastien, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup du contexte de l'exploitation, ça dépend beaucoup du prix d'achat de la tonne de céréales, ça dépend beaucoup du prix d'achat des engrais. Et ça, pour moi, c'est une vraie difficulté pour essayer d'évaluer le retour en termes d'euros par hectare d'une technologie comme l'agriculture de précision. Je pense que c'est un mur contre lequel on se cogne souvent. Et je pense aussi... si je peux faire passer un petit message, je pense que ça veut dire qu'il faut prendre avec précaution les chiffres qu'on peut donner en disant telle technologie vous fait économiser tant d'euros à l'hectare. Ça dépend du contexte de l'exploitation agricole. Ça, à mon avis, c'est la première difficulté. Et une deuxième difficulté, c'est que je pense que Bastien l'a aussi bien dit sur ce qui fait qu'il a adopté ces technologies-là, ou en tout cas qu'il continue de les utiliser, c'est le confort de travail. C'est qu'il rentre moins fatigué chez lui le soir, etc. Et ça, c'est des choses qui dépendent aussi de la personne, de la manière dont elle travaille, et qui sont aussi très difficiles à évaluer, à quantifier. Et je pense que c'est une des difficultés qui fait qu'on a du mal à décrire, à objectiver finalement la valeur de ce type de technologie-là. Et c'est en ce sens-là que des dispositifs comme ceux que présente Julieta me paraissent intéressants. Oui, avec à la fois donc une approche quantitative, objectivable, et une approche qualitative qui peut elle aussi être objectivable, mais qui est peut-être plus difficile à cerner, parce qu'effectivement, c'est pas forcément avec un capteur de rendement qu'on va montrer qu'il y a eu une amélioration de confort du travail. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, avec les responsables du réseau, on en a quelques-uns avec nous aujourd'hui. Si vous voulez venir les voir au stand Acta Digiferm, on essaye de trouver la manière de travailler ensemble dans une filière interfilière pour proposer des évaluations qui puissent être le plus ajustées possible au plus grand nombre de situations, sachant qu'on ne trouvera pas une solution miracle, une méthode unique pour tout le monde. C'est ça la complexité de l'agriculture même. C'est ça, moi je le dis souvent, la seule bonne réponse quand on me demande « et ça c'est bien », je réponds la seule bonne réponse c'est de dire à chaque fois ça dépend, et au moins je suis sûr de ne pas me tromper. Léo, on va peut-être revenir avec toi sur les principaux facteurs qui affectent l'adoption. On en a vu, un qu'on vient de traiter depuis longtemps, c'est la capacité à montrer que ça marche, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Je te laisse détailler ces slides-là.
Oui, je voulais partager ces slides-là parce que quand on s'intéresse à l'adoption d'une technologie, souvent on regarde deux choses. On regarde la technologie, donc la barre de guidage, le sous-marin en grès, etc. On observe ça et quelles sont ses caractéristiques. Et puis on regarde aussi la personne qui va l'adopter. Donc est-ce que c'est une grosse exploitation? Est-ce que l'agriculteur est diplômé? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est vieux, etc. Et finalement, on a tendance à s'intéresser que à ces deux aspects. Et en fait, il en existe beaucoup d'autres. Et là, ce que je présente ici, c'est issu d'un article là, dont j'ai mis la référence en bas, qui est de sociologues, sur l'adoption finalement de n'importe quelle technologie. C'est un cadre conceptuel qui a été appliqué à l'agriculture. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de voir quels sont les facteurs qui peuvent jouer sur l'adoption. Notamment, un agriculteur, il est entouré par des personnes qui vont l'influencer, son conseiller, le voisin, la personne qui va croiser à la CAVCOP, son concessionnaire aussi. Son concessionnaire, l'élu du syndicat, etc. Voilà. Donc il y a des personnes qui vont l'influencer. Il y a aussi autour d'une innovation, quelque chose que j'ai représenté par un cercle, c'est la manière dont cette innovation elle est mise en œuvre, la manière dont elle est accompagnée, la formation, la publicité éventuelle qui est faite autour, le service après-vente qui est fait. On revient sur la question du paramétrage qu'on évoquait tout à l'heure, la capacité à bien paramétrer la solution à la situation particulière de l'agriculteur. Ça fait partie de cette dimension de mise en œuvre concrète et opérationnelle. Est-ce que le semoir est posé dans la cour de la ferme ou est-ce que l'agriculteur est accompagné à paramétrer ce semoir, par exemple? Voilà. Il y a ça, et puis il y a aussi, je pense que ça transparaissait bien dans le témoignage de Bastien, tous les échanges qu'il peut y avoir entre l'agriculteur et la structure qui conçoit l'innovation. Tout à l'heure, Bastien disait je suis testeur pour telle marque ou telle marque. En fait, ça veut dire qu'il teste les technologies, qu'il a un interlocuteur à qui il peut faire des retours en disant ça marche bien, ça c'est intéressant, ça au contraire c'est pas top, il faudrait l'adapter de telle manière-là. Et finalement, ces échanges-là, on se rend compte que c'est un facteur important pour adopter ou non une technologie. Et puis il y a le grand cadre que j'ai mis tout autour, qui est le cadre, le contexte en fait social et politique. Est-ce que l'Europe, la région, l'État va donner un cadre politique ou un cadre financier avec des aides financières? Comment la société perçoit ces innovations? Tout ça, c'est des choses qui vont influencer sur la manière dont sont adoptées les technologies. Et puis si tu peux mettre la diapo d'après, en fait ça représente sur la synthèse qui a été faite, sur les articles scientifiques, à quel facteur d'adoption ils se sont intéressés. Donc c'est ce que je vous disais, il y en a sur 34 articles qui ont été étudiés, il y en a beaucoup qui s'intéressent à la personne qui adopte et à l'innovation. Et finalement très peu à la mise en œuvre de cette innovation et aux échanges entre la personne et la structure qui développe l'innovation. Et donc, à mon avis, ça c'est intéressant parce que finalement, les sociétés qui développent des semoirs en grès, qui développent des tracteurs, etc., des outils d'agriculture de précision, ils ont la main sur les échanges qu'ils vont pouvoir faire avec les agriculteurs, ils ont la main sur la manière dont la technologie va être mise en œuvre, dont elle va être accompagnée. Et ça, à mon avis, c'est des facteurs d'adoption qui sont forts et qu'on a aujourd'hui un peu ignorés, un peu mis sous le tapis. Sous-utilisés, sous-mobilisés, tu le penses? Exactement. Bastien, une réaction à cela par rapport à ton expérience à toi? Comment tu te reconnais dans ce paysage décrit par Léo? Là, c'est plutôt l'expérience de mon père en 2010 qui m'inspire, dans le sens où il était demandeur pour ces choses-là. Et c'est l'acquisition de Defisol par InVivo et par la coopérative locale qui a créé BIAPI, du coup, et qui a été un moteur pour lui, qui a été un déclencheur pour lui pour y aller, puisque Defisol était lié au CETA avant, et on n'est pas membre de CETA. Quand nous, on est demandeur seul, ça va être compliqué. Si par contre l'environnement, comme tu dis, le concessionnaire est prêt, les marques sont prêtes à vous accompagner, ce qui était notre cas en 2010, et la COP est prête à vous mettre à disposition le diagnostic et l'outil innovant en tant que tel, ça match et là c'est parti, ça peut faire que des bonnes choses. Par contre, on le sent, si on est demandeur, nous, d'un truc un peu particulier, qu'on va les pousser, qu'on va chercher des choses un peu particulières, et il faut laisser tomber tout de suite parce qu'en fait, on sera mal accompagné et on aura un outil dans la ferme qui restera et qui servira jamais. Et c'est souvent le cas, malheureusement.
C'est-à-dire que, je ne sais pas, quelqu'un qui est prêt à faire des efforts sur la modulation et qui veut acheter un semoir avec pesée et que le concessionnaire n'a pas de technicien qui sait régler ça, il ne faut mieux pas y aller. Parce qu'il sera abandonné, il sera déçu de l'agriculture de précision, il sera mauvais vecteur d'information. Et j'imagine que cette capacité à entretenir une relation avec un fournisseur et son environnement direct, il va dépendre aussi de la capacité et la qualité des échanges qu'il va y avoir. Ils vont dépendre de la maturité technologique de la solution proposée. Et j'imagine que l'interaction est beaucoup plus forte pour un prototype qui t'est mis dans les mains dans un cadre contractuel ou partenarial particulier par rapport à une solution qui est censée être sur étagère et qui fonctionne quoi qu'il se passe, ou qui est censé fonctionner quoi qu'il se passe. Oui, forcément, parce que quand j'ai un prototype à disposition, je me dois et je me sens obligé de devoir donner des retours au constructeur pour alors au moins dire quand ça va pas, mais aussi dire quand ça va bien. Parce que ça, c'est l'esprit français, et encore plus en agriculture, on est très critique, négatif. Les agriculteurs, ils sont quand même connus pour ça. J'aime bien dire aussi, et ça c'est top, vous avez fait un super truc là, ça c'est moyen, c'est amélioré, ça c'est va à la poubelle pour nous, pour notre utilisation. Encore une fois, autant dans le cadre de la promotion de l'agriculture de précision, quand je dis les gains que j'ai faits chez moi, c'est chez moi dans un certain contexte. L'utilisation du produit innovant, il est toujours chez moi dans un certain contexte et il n'est pas forcément adaptable à d'autres types d'exploitation, d'autres régions. Après, on essaye de faire une utilisation qui soit la plus variée possible pour qu'elle soit la plus adaptée possible au marché français. Mais nous, on le teste dans nos conditions. Ils savent que le retour, c'est les retours de nos conditions et de notre utilisation. On est entrepreneur de travaux agricoles. On a 600 hectares de pulvérisation. Quand on teste un pulvé, on a un pulvé pour 600 hectares. C'est un pulvé qui va faire des hectares et des heures dans l'année. Et il sera surutilisé par rapport à une utilisation normale d'une personne, quoi. Julieta, j'imagine que cet enjeu de caractérisation des lieux d'essai, cette caractérisation des domaines de performance en fonction des conditions agro-pédoclimatiques particulières dans lesquelles l'essai a été conduit, c'est au cœur des sujets du réseau ACTA Digiferm. Je voulais avec toi aussi revenir sur ce qu'évoquait Bastien Ancreux, ou ce qu'on commence à évoquer, c'est un peu l'approche Living Lab, de co-construction avec des utilisateurs, en tout cas de l'implication d'utilisateurs dans le processus d'innovation, notamment les dernières étapes de finalisation. Est-ce que là, dans le Digiferm, dans le réseau Digiferm, c'est des dimensions que vous prenez en compte? Et puis surtout, on est partenaire de différents projets pour lesquels l'approche Living Lab devient un peu centrale dans le processus d'innovation. Tout à fait. Et nos approches sont, si on veut résumer, de trois types. On a une approche de co-conception où on va construire les solutions ou les technologies avec les fournisseurs et les agriculteurs en montant des projets ou en se basant sur des choses qui ont déjà été faites. On a une approche de test où on va mettre en application les fiches d'évaluation dont je parlais tout à l'heure en les ajustant à chaque contexte clé. Et une approche de démonstration où on va venir expliquer, divulguer, vulgariser ce qui a été fait avec telle ou telle technologie. Et tout ça, c'est en mode Living Lab, justement, où il y a des aspects clés qui sont une évaluation sur le terrain, grandeur nature. Donc, tous les sites labellisés Digiferm, ce sont des infrastructures où on peut faire des essais en grandeur réelle, grandeur producteur. Alors, ce n'est pas des fermes chez les agriculteurs en direct, ce n'est pas des fermes commerciales, c'est des fermes qui appartiennent soit à des instituts techniques agricoles, soit à des chambres d'agriculture ou à des lycées d'enseignement agricole, à des structures qui ont au sein de leur organisation des équipes scientifiques qui font de la recherche appliquée. Et donc, avec eux et les agriculteurs, on va créer cette synergie pour vraiment cibler là où il faut s'améliorer, là où il y a les... D'ailleurs, bientôt, il y aura un atelier sur ça. Quels sont les préceptes, quelles sont les conceptions que les agriculteurs, les utilisateurs finaux, in fine, ont par rapport aux nouvelles technologies et qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui fait qu'eux, ils ne vont pas les adopter. Et donc, avec eux, essayer de comprendre vraiment, il y a une étape très humaine, psychologique presque, pour
en mode Living Lab, donc réseau des tests, utilisateurs finaux et donc fournisseurs des technologies, pouvoir fournir des réponses aux enjeux numériques. Et avec un enjeu pour vous d'un programme européen dans lequel tu es impliqué et qui va permettre de comparer, on va dire, vos pratiques en matière de gestion de ces approches Living Lab. Je voulais aussi témoigner, nous, d'une opération qui s'inscrit dans ce cadre-là, avec les appels à manifestation d'intérêt que lance Agri Sud-Ouest Innovation dans le cadre d'un programme qui s'appelle Occitanum, où on vient avec des partenaires qualifier les besoins d'agriculteurs. Là, en l'occurrence, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui est ouvert sur la gestion de l'enherbement dans les vergers, qui est un vrai sujet pour les arboriculteurs français. Et on allait se poser avec des arboriculteurs du Tarn-et-Garonne, hyper innovants, pour vraiment qualifier concrètement quels étaient leurs besoins en matière de gestion de l'enherbement ou de gestion des adventices. Et on lance du coup un appel à manifestation d'intérêt où on propose à les entreprises de venir tester avec ces agriculteurs-là l'adéquation de leurs solutions aux besoins qu'on a aidé à qualifier. J'imagine que c'est des choses qui t'inspirent fortement. On est directement connecté parce que Occitanum, ça va faire partie d'un projet européen qui est démarré début octobre, où on va évaluer les coûts et les bénéfices que le digital, de manière globale, apporte aux agriculteurs. Et ça, à l'échelle de l'Europe, avec 18 partenaires européens et 21 Living Labs. On va vraiment travailler en mode Living Labs pour pouvoir faire des retours d'expérience de chacun des sites, soit des démonstrations, soit d'évaluations, dont Occitanum, qui fera partie de ce projet-là. Léo, je te laisse réagir pendant que je me tourne vers la salle. Si quelqu'un veut poser une question, j'imagine que ce type d'approche liée à l'usage et la qualification de l'usage et la co-construction avec des utilisateurs, c'est des choses aussi qui te parlent au sein de la chaire. Oui, alors j'imagine que tu veux m'amener vers le MAS numérique. Par exemple. Ok. Ça, c'est quelque chose que nous, on a testé à l'Institut Agro, où on a nous-mêmes une exploitation agricole qui s'appelle le domaine du chapitre, qui est basé à Villeneuve-les-Maglones. Et sur ce domaine du chapitre, on a testé, mis en œuvre différentes solutions numériques. Le constat de base, c'était de se dire... les outils numériques, ils sont souvent conçus un petit peu, pour employer un mot à la mode, un peu en silo, c'est-à-dire conçus pour... presque individuellement, avec une plateforme d'accès, un mot de passe, etc. Et alors qu'ils sont vécus sur l'exploitation agricole dans leur environnement, c'est-à-dire avec les autres outils qui sont déjà présents sur l'exploitation agricole. Et donc il y a des enjeux d'interaction entre l'outil qui est développé et les autres. Et donc c'est finalement des maillons d'une même chaîne. Et donc ce qu'on a développé nous dans le projet qui s'appelle le MAS numérique, c'est l'idée de se dire on va mettre en œuvre cette chaîne avec des outils qui sont des outils commerciaux. On n'était pas sur des outils de test ou sur de la recherche et développement. C'est vraiment des outils commerciaux et on va simplement observer comment l'équipe du domaine, comment le responsable du domaine, comment les tractoristes vont s'approprier ces différents maillons et cette chaîne dans sa globalité en essayant d'identifier s'il y a des maillons manquants ou s'il y a des maillons un peu bloquants au sein de cette chaîne. Et on voit que la démonstration de la performance d'un outil, elle dépend du coup des autres acteurs mobilisés dans cette chaîne. Exactement. C'est bien ça que vous testez. Allez, je passe la parole à la salle avec monsieur au fond, Gilbert Grenier, et après je vous passerai la parole, monsieur. Alors Gilbert Grenier, à la retraite maintenant, anciennement professeur à Bordeaux, et je me suis intéressé à l'agriculture de précision depuis le début, et donc j'ai même écrit un livre là-dessus, bon ça c'est à part. Non, juste, c'est pas une question, c'est plus une réflexion globale, c'est qu'on se focalise tous beaucoup sur la techno, et on oublie derrière les données. On a déjà eu le cas avec les ordinateurs climatiques en serre, avec des gens qui n'étaient pas curieux, d'autres qui l'étaient, avec l'élevage de la même façon que les robots de traite. Et par exemple, si je prends les cartes de rendement, moi je suis effaré de voir que personne ne fait des cartes de rentabilité, personne ne fait des cartes d'exportation des éléments minéraux, toute chose qui pourrait faire avancer la connaissance et la réflexion. Donc je pense qu'il y a un problème de valorisation des données, de curiosité, et même ne serait-ce que d'aller sur le site de l'IGN, on remonte le temps et on regarde l'ancien parcellaire, et on a quasiment des cartes de modulation, puisque avec les anciens parcellaires, on a une histoire qui ne s'est jamais homogénéisée. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous laisse réagir, Bastien, éventuellement. Oui, les cartes de rendement, nous, quand elles sont redonnées chez BIAPI,
elles sont intégrées alors en fertige, je parle, hein, pas forcément en azote, mais, enfin forcément en azote, j'ai envie de dire, mais aussi en fertige. Elles sont réintégrées au modèle et la simulation va prendre en compte les rendements en fonction de la zone microparcellaire. Donc, sachant qu'une carte de rendement est plus fine en maillage que le parcellaire fertilité, la zone, elle est moyennée du coup. Les 0,8 hectares sont moyennés, mais sont exportés, on va dire, un rendement moyen de 80 quintaux. Donc, potasse, phosphore qui en découle et intégré dans la carte de modulation de l'année d'après en potasse, phosphore et autres éléments. C'est un modèle pour le coup. Et c'est pour ça qu'on reprélève au bout de 10 ans pour voir si notre but, c'est d'homogénéiser en fait. Hein. Donc, forcément, c'est intégré. Et donc homogénéiser à partir d'une situation hétérogène. Monsieur, vous avez une question? Je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Christophe Le Fleuic. Donc, je suis directeur pièces et services dans une concession. On a créé il y a 5 ans maintenant un service dédié, un service après-vente dédié aux technologies embarquées. Et on a 2 experts qu'il faut former et qui aident nos clients à mettre en service, à utiliser tous ces matériels-là. Et aujourd'hui, il nous en faudrait peut-être 4, peut-être demain 10, et former beaucoup de techniciens. La question que j'ai, parce que c'est une demande qui est croissante, par contre en termes de financement, pour financer nous ces personnels-là, est-ce que c'est des choses que vous budgétisez quand vous êtes dans un plan de modernisation, vous avez une enveloppe pour se dire là, va falloir que je me fasse accompagner aussi bien pour mes sols, mais peut-être aussi par mon concessionnaire pour m'aider à exploiter ces nouveaux outils? Ou est-ce que pour vous, la nécessité, c'est un pack complet et quand vous achetez un matériel, il faut que le concessionnaire ait prévu ça dans le prix de son matériel et que tout cet accompagnement-là soit inclus? Une réponse par Bastien et peut-être que les autres pourront réagir aussi sur la façon dont sont marketées les choses pour qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Aujourd'hui, pour du guidage simplement, hein, on achète un tracteur prééquipé ou équipé et c'est vrai qu'on a tendance à pas utiliser de rééquipement, quoi. Donc, s'il est équipé, il fait partie du package investissement et donc le suivi technique est assuré grâce à l'investissement. C'est pas un abonnement c'est l'abonnement. Par exemple, pour du guidage, on a en RTX, Trimble, c'est une solution d'en face qui est intégrée au tracteur et qui, du coup, l'abonnement permet juste de préciser le guidage, voilà. Mais l'entretien, après, fait partie de la garantie. Et s'il y a des pannes sur le sujet, c'est hors garantie et c'est plus forcément... Mais la mise en route et le suivi de base, le réglage de base, il fait partie de l'investissement pour nous. C'est mon point de vue. Hein. Est-ce qu'il y a une dernière question courte qui appellerait une réponse courte? Pas de regret, certains? Ah, si, j'imagine bien. Je pose pas ma question, tu vas ouais, c'est ça. Hier, on voyait dans la... Pardon, est-ce que tu peux te présenter d'abord? Pardon, Thierry Véronèse, donc de la société Ovalie Innovation. C'est une filiale des groupes Maïsadour et Vivadour, coopératifs. Hier, on parlait pour l'agriculture régénératrice du rôle que pourront jouer les gros acheteurs, les gros donneurs d'ordre pour imposer des standards dans des cahiers des charges, etc. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça aussi pour l'agriculture de précision dans l'avenir? On parle là d'industriels de l'agroalimentaire, oui. Plus en aval, qui drive des démarches de progrès vis-à-vis de leur amont. Et sur l'agriculture régénératrice, ça semble être un véritable moteur de déploiement de ces pratiques. Est-ce qu'il en est de même pour l'agriculture de précision et les outils associés? Léo? Si je reviens au cadre que j'ai présenté tout à l'heure, à mon avis, le cadre social, le cadre économique est un des leviers forts pour l'adoption. Et donc oui, effectivement, je pense que des acteurs qui ont un pouvoir économique fort, s'ils demandent d'utiliser ce type de technologie-là et d'intégrer ça dans les cahiers des charges, effectivement, c'est un levier fort. Et peut-être, si je fais un parallèle avec l'adoption des logiciels de traçabilité en agriculture, ce qui a vraiment accéléré l'adoption de ce type d'outils-là, c'est la réglementation sur la traçabilité suite à la crise de la vache folle fin des années 90. Et clairement, ça a été la réglementation a été un des gros leviers pour l'adoption. Donc oui, clairement.
Avant de laisser la parole à Bastien pour conclure, Julieta, est-ce que toi, le réseau Digiferm commence à être sollicité, pour rebondir sur la question de Thierry, par des acteurs un peu plus en l'aval de la chaîne qui veulent venir récupérer un peu des informations sur des types d'outils, des types de pratiques pour les intégrer potentiellement demain dans leur cahier des charges? Pas tant qu'en amont de la chaîne, on est plus focalisé production sur le terrain, mais on a eu des demandes surtout des fournisseurs des technologies robotiques en maraîchage ou alors en filière lait pour l'adaptation des robots à des économies de temps et d'analyse d'images surtout pour gagner en temps de production. Mais on se focalise 90% sur des technologies en amont de la chaîne agroalimentaire. Avec, j'imagine, quand même des technologies telles que celle-ci qui peuvent venir conforter la vérification de certains cahiers des charges pour rendre des comptes à des acteurs un peu plus en aval. Du coup, Bastien, justement, toi, tu es impliqué dans des démarches de labellisation de tes productions. On en parlait de label rouge, de certification ISO 14001. Est-ce que tu sens, toi, par l'intermédiaire de ta coopérative, que les industriels un peu plus en aval viennent, on va dire, conforter l'utilisation de ces services ou demain quasiment être des prescripteurs indirects de ces technologies d'agriculture de précision? Malheureusement, pas assez, clairement. Parce qu'on ne leur a peut-être pas expliqué le bénéfice potentiel de des solutions et des multiples solutions. Et encore une fois, Léo le disait tout à l'heure, l'agriculture de précision, c'est plein d'agriculture et plein de solutions différentes. Donc, autant la COP est sensibilisée, elle le déploie, autant je ne pense pas qu'elle le mette en valeur auprès de ses clients agro-industriels. Il y a le point d'orgue, entre guillemets, qui va peut-être aussi permettre aux agro-industries de connaître la solution, c'est la PAC qui va rentrer dans les éco-régimes. Et donc, va y avoir un intérêt nouveau, puisque réglementairement parlant, l'agriculture de précision va être un point de « je fais mieux que la moyenne ». Donc, bon, ça c'est... Mais sur l'agriculture régénératrice, ils l'ont pris en charge tout de suite, puisque agroécologie, c'était un mot très utilisé par le gouvernement il y a peu de temps. Malheureusement, agriculture de précision est moins utilisée par le gouvernement et a moins touché les agro-industries. Eh ben, on a peut-être là un facteur d'adoption de nouveau, travailler le marketing de l'agriculture de précision pour les industriels de l'agroalimentaire. Je vous remercie beaucoup pour vos questions, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. À vous les trois intervenants et puis je vous souhaite une excellente fin de salon.